Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, on a accueilli Jean-Louis Hermine et puis on a parlé avec lui d'une étude de cas vraiment intéressante dans le domaine du nucléaire. Aujourd'hui, sans doute, vous vous dites, mais comment est-ce qu'on met en place une démarche de ce type en fait? Comment est-ce qu'on met en place une démarche de management dans la mesure où tout le monde en parle depuis très longtemps, mais en fait, on voit bien qu'il y a très peu de projets qui réussissent. Donc, sans doute, il y a une question de méthode, de démarche. Jean-Louis a étudié ça en long, en large, en travers. Il va nous donner la synthèse, la substantifique moelle de tout son travail. On le remercie pour ça. Donc on va voir ensemble, pourquoi c'est complexe à gérer le knowledge management. Du coup, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on crée un patrimoine de connaissances? Comment est-ce qu'on fait une analyse stratégique? Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Alors Jean-Louis, pourquoi est-ce que la connaissance, c'est tellement complexe à manager en fait? Alors effectivement, gérer un patrimoine de connaissances, c'est complexe parce que c'est complexe à appréhender globalement. Alors pourquoi c'est complexe à aborder globalement? Parce que il faut, dans en première étape, considérer trois points de vue simultanément. Alors, le point de vue fonctionnel, par exemple, décrire une activité. Le point de vue structurel, donc décrire les objets, les données qui sont manipulées par l'activité, et puis le point de vue évolutif, donc décrire ce qu'était l'activité dans le passé, ce qu'elle peut devenir dans le futur, les évolutions, etc., etc. Donc ces trois points de vue, fonctionnel, structurel et évolutif, c'est ce qu'on appelle le triangle systémique. Mais ce n'est pas tout. En fait, il y a encore trois autres points de vue qui arrivent naturellement lorsque on parle de connaissance. C'est le, c'est l'information, mais pas seulement l'information. C'est l'information qui prend du sens dans un contexte donné. Donc, information, sens et contexte, c'est un deuxième triangle qu'on appelle le triangle sémiotique. Par exemple, si je veux décrire la connaissance que j'ai de l'heure, je vais pas simplement donner la manière de décoder l'information d'une horloge, mais je vais aussi donner le sens que cette heure qui m'est communiquée va prendre dans mon contexte donné. Donc, globalement, vous voyez, gérer l'information, si j'en prends ce triangle qu'on appelle sémiotique, donc information, sens et contexte, eh bien, si je ne gère que de l'information, ben, je ne fais que un tiers de ce que je dois faire pour gérer la connaissance. Conclusion, gérer la connaissance, ça demande de considérer tous ces points de vue simultanés, donc trois points de vue du triangle systémique, trois points de vue du triangle sémiotique, ça fait 3 fois 3, 9, ça fait 9 points de vue, et tout ça, il faut gérer tout ça en même temps, et bah, vous voyez bien que c'est particulièrement complexe. Alors, pour donner un exemple, si vous voulez codifier de la connaissance tacite, parfois très enracinée dans la tête d'un ou plusieurs spécialistes, il faut questionner les 9 points de vue dont on a parlé. Alors sur l'information, c'est classique, c'est le recueil de données ou d'informations, ça c'est l'aspect structurel. Le traitement de données, ça c'est l'aspect fonctionnel, et la datation des informations, ça c'est l'aspect évolutif. Donc ça, en fait, c'est tout ce que fait le traitement de l'information. Par contre, les deux autres, enfin les deux autres parties sont assez peu gérées en général, et pour faire de la gestion des connaissances, eh bien, il faut bien faire ça. Alors, par exemple, tout ce qui est un peu sémantique, un peu sens des informations, pour l'aspect structurel, eh bien, ça va être les réseaux des concepts du domaine, par exemple. Pour tout ce qui est l'aspect fonctionnel, ça va être les méthodes de résolution de problèmes du domaine. Et puis pour tout ce qui est évolutif, eh bien, ça va être les lignées temporelles des concepts du domaine.
Voilà, donc ça, c'est des choses qu'il faudrait pouvoir faire sortir de la connaissance tacite pour pouvoir les gérer. Pour le contexte, c'est un peu pareil. Il y a toujours trois points de vue à essayer de codifier, de faire sortir d'une manière ou d'une autre. Hein, c'est pour l'aspect structurel, c'est les phénomènes du domaine qui constituent, qui caractérisent le domaine, les grandes phases de l'activité du domaine, des modèles de processus par exemple, et puis l'historique du domaine, parce que la connaissance, bien sûr, ça dépend de l'historique. Donc, tous ces points de vue, je ne parle pas des points de vue de l'information, parce que ça, on sait faire avec le traitement de l'information, mais tous ces points de vue, eh bien, il faut trouver des méthodes. Alors, ça peut être des modèles, écrire des documents. Par exemple, sur les méthodes de résolution de problèmes, bah, ça peut être des gestes techniques. Alors là, on peut pas, difficile de les écrire, mais on peut les filmer, par exemple. Par exemple, sur l'historique du domaine, eh bien, on peut aller, bah, on peut utiliser un peu d'histoire. Il y a beaucoup de gens qui écrivent des histoires et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de moyens, mais ça veut dire qu'il faut au moins capitaliser sur ces 6 points de vue différents. Merci Jean-Louis. Ouais, c'est pour ça que tellement d'entreprises se plantent et Je- tellement d'équipes se plantent en fait, quand elles mettent en place un système de knowledge management parce que finalement, on oublie tous ces paramètres, quoi. Ouais. Alors, du coup, on va voir comment est-ce qu'on peut faire en fait, c'est quoi la bonne démarche, mais pour pouvoir y aller, c'est finalement ça veut dire qu'il y a un patrimoine de connaissances. Alors, c'est quoi un patrimoine de connaissances, Jean-Louis? Alors, ce qu'on appelle patrimoine de connaissances pour une entreprise, c'est toutes les connaissances que l'entreprise a accumulées au cours de son histoire. Et oui, au cours de, même s'il a une très longue histoire, et même peut-être un peu avant le début de son histoire, puisque des gens sont déjà dans l'entreprise ou sont recrutés dans l'entreprise avec des connaissances qui préexistaient et qui ensuite font partie du patrimoine de l'entreprise. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que on distingue en général deux composantes principales importantes dans ce patrimoine de connaissances, ce qu'on appelle les connaissances explicites, qui sont des connaissances codifiées, c'est-à-dire qui sont dans les documents, qui sont dans les systèmes d'information de l'entreprise, dans des vidéos, dans toutes sortes de choses qui sont visibles. Et puis, il y a la deuxième composante, c'est les connaissances tacites. C'est celles qui sont dans la tête des gens, des collaborateurs, qui s'échangent souvent de manière informelle entre les personnes, parfois de manière un petit peu plus organisée, dans des groupes de travail, des communautés de pratiques, etc., etc. Alors, c'est la gestion des connaissances va gérer ces deux types de connaissances, connaissances explicites et connaissances tacites. Alors, en petit exercice que je vous laisse, essayez de deviner quel est le ratio entre les connaissances tacites et les connaissances explicites dans une entreprise. Bonne réflexion. Merci Jean-Louis. Oui, j'imagine que le ratio, il est quand même, en faveur de l'implicite et du tacite, hein. Bravo. Alors effectivement, on voit qu'il y a du travail avant d'arriver à faire quelque chose qui a du sens, qui va durer, qui va pouvoir s'adapter. Alors, comment est-ce qu'on fait cette analyse stratégique? Alors le problème principal, c'est qu'un patrimoine de connaissances, eh bien, c'est un actif intangible qui ne se voit pas et que personne ne connaît vraiment. Donc, si on veut que le KM soit un projet d'entreprise, eh bien, il faut bien faire un audit de ce patrimoine. Alors la première chose à faire pour ce patrimoine, c'est de le rendre un petit peu visible en faisant ce qu'on appelle une cartographie des domaines de connaissances de l'entreprise. C'est fait en général avec les managers opérationnels. Et qu'est-ce que c'est qu'une cartographie? C'est tout simplement une arborescence, parce que des domaines, il y a des sous-domaines de connaissances jusqu'à deux, trois niveaux à peu près qui recense tous les domaines de connaissances, de savoir-faire qui rentrent en jeu
pour faire fonctionner les processus opérationnels de l'entreprise. Donc, une fois qu'on a fait cette cartographie de connaissances, eh bien, on a une vision partagée, enfin, il faut en tout cas s'arranger pour que ce soit une vision partagée du patrimoine de connaissances de l'entreprise. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est analyser ce qu'on appelle la criticité de chaque connaissance, de chaque domaine de connaissance, ou peut-être avec des regroupements, hein, s'il y en a trop, en fonction de la rareté de ce domaine de connaissance, en fonction de son utilité, de sa difficulté d'acquisition. Si c'est difficile d'acquérir la connaissance, c'est d'autant plus critique, et la difficulté de mise en œuvre de cette connaissance opérationnellement. Ça nous donne donc un degré de criticité de la connaissance, et ça révèle ainsi les domaines les plus critiques dans l'entreprise, et c'est celles qui seront les cibles privilégiées du projet KM. La troisième chose, si possible, c'est de faire ce qu'on appelle l'alignement stratégique, qui valide la criticité d'un domaine de connaissance vis-à-vis de la stratégie de l'entreprise. C'est pas parce qu'une connaissance est déclarée critique par un certain nombre de personnes que vis-à-vis de la stratégie que tout le monde ne partage pas souvent, eh bien, elle l'est aussi. Donc, on fait cet alignement stratégique, et après, on a tous les domaines vraiment importants sur lesquels il faut faire porter des efforts dans le projet KM de l'entreprise. Bon. Ouais, on voit bien que c'est pas quelque chose qu'on peut improviser en fait, ce sont des compétences qui sont enfin, en tout cas arriver à faire cette analyse et à voir ce qui est critique, à faire ces 2 triangles, sémantique, sémiotique, en fait, ça demande une expertise, particulière, donc sans doute il faut se faire accompagner pour bien réussir des projets de ce type et du coup, pour que tout ça fonctionne, en fait, est-ce que vous pouvez, nous expliquer les processus fondamentaux qu'il faut mettre en œuvre? Alors les processus de KM se regroupent en général en trois catégories. Il y a des processus de capitalisation des connaissances, deuxièmement des processus de partage des connaissances, et troisièmement des processus d'évolution de connaissances. Alors par exemple dans la première catégorie, celui de capitalisation, on peut mettre, par exemple, la mise en place d'une base de connaissances documentaire, par exemple, avec un moteur de recherche sémantique, ou des processus de codification des connaissances, comme par exemple le retour d'expérience ou les livres de connaissances, etc. Dans la deuxième catégorie, le partage de connaissances, eh bien, il y a la mise en place de communautés de pratique, de communautés de connaissances, ou par exemple des dispositifs de e-learning, etc., etc. Dans les processus d'évolution de connaissances, on peut voir par exemple des processus de veille scientifique, technique, etc., ou des processus d'innovation, de créativité, qui permettent de créer de nouvelles connaissances et ainsi faire évoluer le patrimoine de connaissances. En fait, les processus KM, si vous regardez la littérature, ils sont absolument multiples. Il y en a de toutes sortes. Parfois, ils sont déjà existants et dans l'entreprise, et il faut à ce moment-là les consolider pour des objectifs réels de gestion de connaissances. Et puis parfois, ils sont très originaux et il faut les implémenter à partir de zéro. Merci et du coup, l'organisation, en fait, à mettre en œuvre quand on veut faire un projet de knowledge management quand on veut en faire un projet d'entreprise, en fait, c'est quoi votre recommandation, Jean-Louis? Alors, si le KM est un projet d'entreprise, son organisation est à plusieurs niveaux. Alors, bien sûr, ça dépend de la taille de l'entreprise, mais dès une entreprise moyenne, il faut quand même regarder un peu tous ces niveaux. Alors, le premier niveau, c'est ce qu'on appelle le directeur de la gestion des connaissances. En anglais, ça s'appelle le CKO, Chief Knowledge Officer. C'est lui qui est responsable de la stratégie KM et de sa réalisation.
Alors souvent, c'est un membre du comité de direction de l'entreprise. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les knowledge managers qui sont responsables du déroulement du plan de gestion de connaissances dans des grosses unités, des départements. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les coordinateurs. Alors bon, les noms sont pas encore tout à fait normés, hein. Les coordinateurs KM, qui sont pas nécessairement à plein temps, mais qui veillent dans leur unité à ce que les activités de gestion des connaissances soient bien mises en place. C'est lui aussi, par exemple, qui peut relever des connaissances critiques et le communiquer à son knowledge manager. Et puis au dernier niveau, et c'est peut-être le plus important, c'est tout le monde, c'est tous les employés parce que tous les employés sont responsables des activités de gestion des connaissances dans leur domaine de travail respectif. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire entretenir, par exemple, entretenir la culture du partage des connaissances, et puis capitaliser les connaissances que eux-mêmes produisent ou participer, en tout cas, au processus de capitalisation des connaissances pour leur domaine. Voilà. Alors, c'est pas évident de mettre tout ça en place et de donner à la fois les messages et les structures et les moyens qui vont bien pour faire tout ça. Mais c'est en général la situation idéale. C'est pas toujours comme ça, bien sûr. Merci beaucoup Jean-Louis. On comprend vraiment, hein, maintenant pour que c'est pas quelque chose de si simple de faire du knowledge management. On en fait tous un peu des petits bouts dans les entreprises. Il y a rarement une démarche complète qui permet de récupérer, toutes ces connaissances, tacites, implicites, qui disparaissent quand quelqu'un part. On voit aussi que notamment dans l'IT où la connaissance bouge énormément, mais finalement souvent on perd un peu la vision globale, hein, l'historique des projets, enfin tous ces fondamentaux qui permettraient d'adapter encore mieux, de faire davantage d'agilité. Et on se dit en vous écoutant que ça vaudrait, ça vaudrait vraiment le coup aussi d'approfondir la démarche dans ces domaines, dans ces milieux-là. Vous nous avez aussi parlé d'environnement, avec des savoirs oubliés, où vous utilisiez aussi le domaine knowledge management, donc c'est intéressant de voir à quel point les domaines d'application sont divers, ce qui permet vraiment de comprendre qu'effectivement, comme vous le disiez, les processus, la manière de faire va être modifiée avec une approche de base un peu théorique qui va être la même, et c'est pour ça que c'est aussi un métier de spécialiste, quoi, donc qui donne cet œil, cette intelligence pour arriver à trouver ce qui va convenir. Après, on a des outils aussi dont on parlera peut-être une autre fois si vous voulez. En tout cas, un grand, grand merci Jean-Louis et puis une très bonne journée. C'est moi qui vous remercie.